Territoire d'info, Public Sénat, Sud Radio. Bonjour à tous et bienvenue en Vendée. Ce matin, nous sommes à La Roche-sur-Yon, dans la région des Pays de la Loire, pour une matinale spéciale avec comme invité Bruno Retailleau. Bonjour Bruno Retailleau. Bonjour Sylvie. Vous êtes président de la région et président du groupe Les Républicains au Sénat. Et Territoire d'info sera en direct pendant 1 heure sur Public Sénat avec Sud Radio et la presse quotidienne régionale. Une émission que nous faisons depuis et avec la collaboration de TV Vendée, présidée par Didier Baron, et avec le partenariat de Ouest France, de westfrance.fr, de Presse Océan, du Courrier de l'Ouest, du Maine Libre et du Journal des Sables, Bruno Retailleau. Et puis vous serez également en direct sur le site de tous ces journaux ce matin. J'ajoute que Territoire d'info sera diffusé avec les 4 autres télés locales aujourd'hui en différé des Pays de la Loire. C'est Télé Nantes, c'est IMTV, c'est TLC et c'est Angers TV qui nous relaie et qui diffuseront cette matinale avec vous tout au long de la journée. Nous sommes chez vous, je le disais. Vous avez été président du Conseil général ici. Petite question personnelle, maintenant vous êtes président du Conseil régional, vous avez des activités importantes à Paris, vous êtes engagé aussi dans l'opposition. Comment répartissez-vous votre temps entre les Pays de la Loire et votre rôle national ? Que préférez-vous comme vie, Bruno Retailleau ? Celle des Pays de la Loire ou celle de Paris ? Mais vous savez, mes racines, elles sont profondes, elles sont vendéennes et donc elles sont ligériennes. J'ai pas changé l'emploi du temps que j'ai entre doit être tough, hein, ça doit... entre celui que... Oui, mais j'aime courir. Entre celui que j'avais comme président de département, celui que j'ai comme président de la région. Le lundi, je le consacre à la région. Donc aujourd'hui, je suis en Vendée, là, ce matin. Ensuite, je m'en vais à Nantes et cet après-midi, je serai en Sarthe, au Mans. Voilà. Et puis ensuite, dans la nuit, Paris, mardi, mercredi, puis en règle générale, le jeudi et le vendredi. C'est immuable, ça se fait... Non, ça dépend, il peut y avoir... Mais vous savez, vous n'imaginez pas quand je suis à Paris le nombre de réunions que j'ai pour la région. C'est incroyable comme la France est encore parisienne. Malheureusement, beaucoup de grandes décisions se passent à Paris et systématiquement, en milieu de semaine, j'ai en même temps un certain nombre d'engagements qui valent aussi pour la région. C'était le cas encore. On a vu le Premier ministre la semaine dernière, c'était mercredi, pour les problèmes notamment de nos ressources régionales. On va en parler tout à l'heure, bien sûr. C'est la première partie de cette émission, une partie consacrée aux thèmes territoriaux. Nous accueillons Céline Bardy, rédactrice en chef de Ouest France. Bonjour et merci d'être avec nous, Céline, et partenaire de cette matinale d'info. Jérôme Glaise, qui est rédacteur en chef de Presse Océan. Bonjour Jérôme, merci d'être avec nous. Et Gérard Hérault, le rédacteur en chef du Journal des Sables, Sables d'Olonne. Merci d'être avec nous. On va parler donc aménagement du territoire avec Notre-Dame-des-Landes dans un instant, ruralité, agriculture, avec notamment la question sur la fracture territoriale et économie, budget et tourisme à la fin de cette première partie. On démarre tout de suite avec une question importante dans l'actualité de la région, mais pas seulement, vous le savez, c'est la question de Notre-Dame-des-Landes. On va écouter tout de suite François de Rugy, qui est député écologiste de Loire-Atlantique, qui vous interpelle, à vous Bruno Retailleau, au micro de Ouest France, et c'est Arnaud Vadjouik qui l'a rencontré. Monsieur Retailleau, bonjour. Nous avons eu souvent des échanges dans notre région pendant la campagne des élections régionales, puis ensuite avec le référendum sur le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Vous en avez fait un sujet symbolique de votre action pendant votre campagne, une fois élu. Vous en faites un symbole politique. Pour autant, il me semble qu'il y a un problème, une confusion dans votre positionnement autour de l'état de droit. La réponse à la question politique, est-ce que les habitants sont pour ou contre l'aéroport, nous l'avons eu avec le référendum, majoritairement oui. Mais un projet, pour qu'il soit faisable, il faut qu'il soit légitime et légal, qu'il respecte la légalité, la loi, et notamment les lois sur la protection de l'environnement pour un projet d'aménagement comme celui-là. Êtes-vous prêt, monsieur Retailleau, en tant qu'élu, soucieux de l'état de droit, respectueux de l'état de droit, d'attendre les résultats des derniers jugements qui doivent avoir lieu à la fin de cette année ou l'année prochaine sur Notre-Dame-des-Landes, avant de demander le déclenchement des travaux? Alors, réponse directe à François de Rugy, qui vous regarde. Je vais répondre très directement à François de Rugy. Il y a eu 156 décisions de justice, toutes favorables au transfert de l'aéroport entre Nantes-Atlantique et Notre-Dame-des-Landes. Eh bien, aucune décision de justice aujourd'hui ne s'oppose à l'évacuation et au début des travaux. D'ailleurs, François de Rugy, je le sais très bien, ce projet a désormais une légitimité démocratique. Ce n'est pas moi qui avais demandé une consultation publique, c'est le président de la République.
eh bien, on attend maintenant l'évacuation et on attend le début des travaux. Je voudrais simplement dire deux choses. C'est que, pourquoi cet aéroport? Tout simplement parce que l'an passé, 250 vols annulés. L'an passé, 135 jours de saturation. Il y a 5 ans, il y avait seulement 6 jours de saturation. On est, avec la Bretagne, une région périphérique de l'Europe. Il faut des territoires qui soient connectés. Et enfin, j'ai eu Madame Lamis, que vous ne connaissez pas, mais elle est connue ici puisqu'elle a eu le courage de briser l'omerta, la loi du silence, il y a quelques mois, en dénonçant les exactions des zadistes. Je l'ai eu ce week-end. Sa maison a à nouveau été visité et c'est intolérable. Moi, je réponds à François de Rugy, je suis pour l'état de droit, oui. Et je pense que l'état de droit, précisément, c'est que la loi de la République s'applique partout en France et qu'on ne supporte et qu'on ne soutienne aucune violence. Alors, on va passer à un spécialiste de la question, Jérôme Glaise, bonjour, rédacteur en chef de Presse Océan, vous connaissez bien ce dossier. Vous pouvez poser une question à... Oui, Bruno Retailleau, vous venez de le prouver à l'instant, on vous entend beaucoup sur l'aspect état de droit, évacuation de la ZAD, etc. Mais sur le projet d'aéroport lui-même, est-ce que si on ferme l'aéroport actuel, c'est la fin du monde? Est-ce qu'il faut absolument faire ce nouvel aéroport, en fait? Écoutez, j'adorerais, moi, mais regardez, quand on m'interroge, j'ai toujours quelques minutes, donc j'arrive pas à utiliser beaucoup de temps pour expliquer l'aéroport. Ce que j'expliquais, c'est que dans la compétition qu'on a, et cette compétition, elle n'est pas seulement entre la région des Pays de la Loire et d'autres régions françaises. D'abord, sur cet aéroport, on est main dans la main avec Jean-Yves Le Drian, Bretagne et Pays de la Loire. C'est une compétition avec d'autres régions européennes. Ce que je veux dire, je l'ai indiqué, c'est que Nantes-Atlantique, malheureusement, et les écologistes le savent bien, avec cette grande zone humide du lac de Grandlieu, n'est pas significativement extensible. Donc, il nous faut ce transfert, et je veux dire que ce sera le premier aéroport HQE, haute qualité environnementale. Il consommera 3 fois moins d'énergie par voyageur. Donc oui, il y a un projet. Il y a un projet pour le développement économique, pour des emplois. Il y a aussi un projet du point de vue de l'environnement parce que étendre Nantes-Atlantique est impossible ou alors ça se ferait et la Commission européenne ne le supporterait pas au détriment de nos normes environnementales. Céline Dardy, Ouest France. Pour les habitants du Sud-Loire, le transfert de l'aéroport de Nantes-Atlantique vers Notre-Dame-des-Landes, ça signifie un éloignement de l'aéroport puisqu'il sera au nord alors qu'aujourd'hui il est au sud. Pour répondre à cette question, l'idée c'est un nouveau franchissement de la Loire. Vous avez lancé une étude, vous avez annoncé qu'elle était financée. Qu'est-ce qu'on peut en attendre et est-ce que concrètement les habitants du Sud-Loire peuvent raisonnablement espérer un nouveau franchissement de la Loire à l'ouverture de Nantes-Atlantique, de Notre-Dame-des-Landes, pardon. Vous avez absolument raison et on l'a bien vu d'ailleurs dans la consultation, dans le référendum, plus le futur aéroport s'éloignait, plus le nom devenait fort. Bon, même si le oui l'a emporté très significativement avec une très forte participation. Ce que je veux dire, c'est que oui, je me bats pour le franchissement de la Loire. Un franchissement, notamment pour les Angevins en SNI. Celui-ci, il est non pas fait, mais il est dans les tuyaux et il va se faire. Et je me bats aussi pour un franchissement autour de Cheviré. J'en ai parlé à de nombreuses reprises avec la maire de Nantes, puisque le pont de Cheviré, il est complètement thrombosé parce que 90% du trafic, c'est un trafic de la métropole nantaise, des gens qui font le trajet domicile-travail. Bien. Donc cette étude, elle est financée, mais c'est du long terme. Donc je ne peux pas m'en contenter. Pour que les Vendéens ou ceux qui habitent par exemple le Pays de Ré puissent accéder demain à Notre-Dame-des-Landes, il faut envisager des transports. J'ai demandé d'ailleurs au nouveau directeur du syndicat mixte, où on est réparti avec l'ensemble des collectivités, d'étudier des solutions de transport collectif qui permettraient justement de franchir la Loire avec des lignes de bus à haut niveau de service, par exemple. Je sais aussi que l'aéroport, enfin le petit aérodrome qui va être étendu des agents va pouvoir là encore supporter un centre de trafic. Pourquoi ne pas aussi étudier des navettes ici jusqu'au futur aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Donc je vois bien qu'il y a une question d'aménagement du territoire et croyez-moi, moi qui habite le Sud-Loire, je suis très sensible et je pense qu'il faut à l'avenir un nouveau franchissement, ou plutôt 2, voilà, à l'ouest et à l'est de Nantes, et il faut en même temps ne pas attendre et prévoir des lignes justement de transport collectif sécurisées. C'est Bruno Retailleau, le président de la région des Pays de la Loire, qui est l'invité de la matinale d'info de Public Sénat de Sud Radio avec la presse quotidienne régionale. Ce matin, on va passer à la fracture territoriale, au problème de ruralité, d'agriculture, dans la manière de combler les écarts entre villes et petites communes, et aussi le problème numérique qu'on va aborder. On va écouter Michel Piron, qui est député UDI de Maine-et-Loire, qui est rencontré par Ouest France, coordonné tout ça par Michel Bulette. Bonjour Bruno.
Je crois qu'aujourd'hui, tu es prêt à donner un certain nombre d'informations sur les territoires en difficulté. Il y a aujourd'hui une énorme fracture territoriale qui se creuse au niveau national entre espaces ruraux, villes moyennes d'une part, métropoles d'autre part. Que comptes-tu faire au niveau de la région en termes de moyens et de calendrier par rapport à des questions majeures comme la fracture numérique, les services, je pense à l'offre de soins, à l'apprentissage et bien d'autres sujets? Voilà, de gauche comme de droite, ils vous interpellent tous ce matin, Monsieur le Président, de la région des Pays de Loire. Bonjour à Michel Piron, que je salue. J'ai fait notamment ma campagne sur cette idée que je ne veux pas de région à deux vitesses. Qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui en France? La France est le pays des fractures, et notamment de la fracture territoriale. C'est quoi la fracture territoriale? C'est cette idée qu'on a abandonné l'aménagement de notre territoire. C'est cette idée qu'il y aurait des villes-mondes, des grandes métropoles, directement reliées à la mondialisation. Ces métropoles excluent ceux qui sont les moins riches dans ces pourtours, parce que habiter au centre est très coûteux, et ces métropoles sont trop souvent coupées de leur arrière-pays. Et dans cet arrière-pays vit une classe moyenne qui souvent se paupérise. Et dans cet arrière-pays, ville moyenne ou milieu rural, il faut prendre la voiture le matin pour aller au travail, pour aller conduire les enfants à l'école. Dans cet arrière-pays, il faut en même temps rivaliser, si j'ose dire, d'ingéniosité pour trouver un médecin. Idem sur la fracture numérique. Donc les choses sont claires. J'ai, dans les 6 premiers mois, parce que je veux tenir mes engagements, fait voter un pacte, par exemple, pour la ruralité, mais qui n'est pas seulement sur la ruralité. Il y a beaucoup de choses, 2 choses qui sont insupportables, la fracture numérique et notamment la téléphonie mobile. Voilà, pour les téléspectateurs, vous expliquer qu'il y a des zones où, au fond, on peut ne rien avoir. C'est terrible. Là, il y a une définition. C'est un désert numérique, alors qu'aujourd'hui, le téléphone mobile, on l'utilise pour tout. Et puis, eh bien, il y a des dizaines et des dizaines, contrairement à ce que officiellement on affirme. On me dit il n'y a que 22 zones blanches. Non, il y en a beaucoup, beaucoup plus. C'est-à-dire que les villes deviennent de plus en plus riches en couverture numérique à cause de la 4G et grâce à la 4G, et les autres, comme les opérateurs ne font rien, deviennent de plus en plus pauvres. Donc on a voté 85 millions d'euros, et je me bats d'ailleurs pour qu'il y ait une nouvelle cartographie et qu'on ait des nouvelles antennes pour combler cette fracture numérique, ces déserts numériques. Céline Bardi, Ouest France. Une des préoccupations majeures des habitants des territoires ruraux, mais aussi des villes moyennes, c'est la question de la désertification médicale. Absolument. Vous avez, là encore, je crois, lancé une étude sur le sujet. Qu'est-ce que la région peut faire pour répondre à cette préoccupation importante? On n'a pas de baguette magique, mais on a une volonté, on va utiliser tous les leviers. Vous avez raison, quand je sillonne la région, les 2 symboles pour les habitants de la fracture territoriale, c'est la téléphonie mobile et c'est l'accès aux soins. La région, malheureusement, est très en deçà de la moyenne nationale pour le nombre de médecins par rapport aux habitants. Eh bien, d'ici la fin de l'année, nous allons voter un plan que nous sommes en train de travailler avec l'Agence régionale de la santé, avec l'Ordre des médecins, avec hôpitaux, cliniques, parce qu'on ne peut pas faire les choses seuls. Eh bien, on essaiera de trouver un certain nombre de solutions, et il y en a qui existent, et moi je ne veux pas me résoudre, parce que l'accès aux soins, c'est absolument capital. C'est pas seulement à travers des maisons de santé, ça va être par exemple à travers la télémédecine. On rejoint d'ailleurs le numérique, parce que quand il n'y a pas de très haut débit, il ne peut pas y avoir de télémédecine. Il peut y avoir en même temps un certain nombre d'adossements de médecins généralistes à des cliniques ou à des hôpitaux. On va en même temps promouvoir le fait que les jeunes fassent des stages en milieu rural, dans des maisons de santé par exemple, et non pas seulement dans des grands hôpitaux universitaires. Gérard Hérault, Journal des Sables. Oui, on connaît votre attachement aux nouvelles technologies et au développement numérique. Pour autant, on le sait, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Et vous avez vous-même dit que vous vouliez permettre à tous d'accéder à un réseau mobile performant. Et on a entendu parler de campagne de crowdsourcing. Qu'est-ce que c'est que ça, monsieur Retailleau? Pédagogie pour les la téléspectateurs, pédagogie, Gérard Hérault, absolument, c'est important. Il y a des cartes qui circulent, elles sont officielles. Elles sont fausses. Ces cartes-là, selon ces cartes, tout va bien. Qui les tout va édite bien. pour qu'elles soient fausses? L'ARCEP, le gendarme des télécommunications, les opérateurs, à partir de critères qui sont trop vieux. Il faut être, par exemple, piéton, avoir une attitude statique, etc. Ça ne marche pas. Donc, on a lancé une application participative. C'est le crowdsourcing, voilà. Et cette application, et j'invite vraiment tous les Ligériens, tous les habitants de nos 5 départements à télécharger. C'est Gigalis. Et en cliquant, on mesure si ça passe ou ça passe
pas bien. Si, quel niveau de débit. Et nous, on va faire notre carte. Et avec la carte qu'on va avoir grâce aux habitants qui vont mesurer, ça sera du vécu, voilà, là où ils habitent, là où ils vivent tous les jours, grâce à cette nouvelle carte, on va entreprendre avec l'État et les opérateurs un grand chantier de couverture du territoire pour la téléphonie mobile. Donc je dis Gigalis, si vous voulez demain avoir de nouvelles antennes, meilleure couverture, surtout vous la téléchargez et vous faites fonctionner l'application, ça nous permettra d'établir des cartographies qui, elles, seront justes parce que vécues. Céline Bardi. Merci. La loi NOTRe a obligé les départements à se dessaisir de la compétence économique au profit des régions. Comment vous allez mettre en place cette réforme au sein des Pays de la Loire? C'est fondamental. C'est fondamental parce que la richesse d'un territoire, c'est d'abord ses entrepreneurs, ses salariés, ses entreprises. On est ce matin en Vendée et la Vendée est un des départements, mais avec d'autres, je pense aussi à la Mayenne et à d'autres départements, qui est très forte sur le plan des PME. Les choses vont être très simples. Je ne veux pas que les chefs d'entreprise aient besoin d'aller à Nantes pour être aidés. Je veux que sur chaque département, il y ait une antenne, c'est-à-dire que, par exemple, en Vendée, il y avait Vendée Expansion, mais chaque département avait une agence de développement. Eh bien, nous allons reprendre une partie des développeurs économiques pour qu'il y ait sur chaque département une antenne, parce que je ne veux pas tout concentrer sur Nantes. Et je suis en train d'établir actuellement notre nouvelle stratégie qu'on va voter au mois de décembre. Et cette stratégie de développement économique, elle va être centrée sur notre socle, sur les PME. Bruno Retailleau, président de la région des Pays de la Loire, est notre invité ce matin dans cette matinale d'info. Jérôme Glaise, Presse Océan, et un sujet central. Ici, ce sont les chantiers de Saint-Nazaire aussi. Oui, Bruno Retailleau, donc on a beaucoup parlé d'STX au moment du lancement d'Harmony of the Seas. C'était le plus grand paquebot du monde. Tout le monde avait les yeux rivés sur cette grande réussite industrielle. Et puis là, on est en train de se dire, oulala, mais qu'est-ce que ça va devenir STX? Il y a un groupe coréen qui est en grande difficulté. Qu'est-ce qu'il faut comme scénario pour éviter une catastrophe? On réexplique un tout petit peu, Bruno Retailleau, la problématique. La problématique, si vous voulez, c'est qu'il y a un paradoxe incroyable, c'est que les chantiers navals, ils n'ont jamais eu autant de commandes. Il y a, d'ici 10 ans, 14 paquebots à faire qui représentent 100 millions d'heures de travail. C'est énorme. Jamais il y a eu cet horizon de commandes. Le problème, c'est que nos chantiers navals sont détenus par une société coréenne qui est en très grande difficulté et qui veut vendre. Et toute la question, c'est de trouver justement un partenaire qui soit dans le tour de table du capital, qui assure le développement de STX. Moi, je l'ai dit, je pense que cette solution, elle passe par un industriel. Il y en a. J'ai rencontré un certain nombre d'acteurs dans les dernières semaines. Il y a d'autres hypothèses. Il y a l'hypothèse, par exemple, avec l'italien Fincantieri. Fincantieri, la semaine dernière, ça a échappé à beaucoup d'observateurs, a conclu un accord avec un groupe chinois pour réaliser des paquebots, avec un transfert de technologie. Eh bien, c'est avec ce genre d'accord qu'on tue l'industrie navale en Europe. Je pense que, et je l'ai déjà dit, que Fincantieri ne peut pas être ce partenaire pour assurer le développement de notre chantier naval. Bruno Retailleau, est-ce que les Pays de la Loire doivent prendre une participation? Je n'écarte rien, je l'ai dit depuis le départ, il faut qu'elle soit évidemment nécessaire, mais en tout cas ça permet de peser dans le débat justement, parce que c'est notre fleuron. Vous savez, il y a pratiquement 6 000 emplois directs, indirects et induits qui en dépendent. Et l'État, est-ce qu'il faut qu'il accroisse sa participation? Bien sûr, alors Jérôme Glaise a raison de se poser cette question. Je pense qu'il faut que l'État garde sa minorité de blocage. Pourquoi? Parce que c'est grâce à cette minorité de blocage qu'aujourd'hui, notamment, et au pacte d'actionnaires, que l'État peut dire non à une prise de capital qui ne serait pas souhaitée. Gérard Hérault. Oui, moi je voudrais revenir sur un autre aspect économique, et en l'occurrence la pêche. Vous savez, il y a 450 km de côte sur la région Pays de Loire. Les marins pêcheurs ne se plaignent pas trop ces dernières années, vous le savez, on s'est vu. En revanche, ce n'est pas le cas des conchyliculteurs, des viticulteurs et ostréiculteurs. Donc ces derniers comptaient sur la convention signée avec les fonds européens pour les affaires maritimes à la pêche, pour monter des dossiers et récupérer des aides. Mais depuis 30 mois, rien ne se passe. Et vous-même, vous êtes intervenu récemment pour dénoncer cette situation. Allez, Bruno Retailleau, répondez. Voilà, c'est une situation qui est kafkaïenne, c'est incroyable, puisqu'on a des mortalités qui peuvent aller jusqu'à 80% sur les moules, voilà, et c'est la deuxième année. Par exemple, pour nos mytiliculteurs qui élèvent leur... Toute une filière. Qui est toute une filière. Il y a des fonds européens qui doivent venir en aide. Ces fonds européens, ils doivent couvrir 2014-2020. On est pratiquement à la mi-temps d'exercice
parti, c'est-à-dire à plus de 2 ans et demi, pratiquement 3, et rien ne vient, tout est bloqué parce que c'est bloqué par l'administration française. Mais qu'est-ce qui est en cause? La pollution? Ou alors c'est depuis des années? Quelle est la problématique au fond? Il y a une problématique, l'Ifremer, il y a un certain nombre de laboratoires qui travaillent. On l'a connu d'ailleurs pour les huîtres. Oui, bien sûr. Sans doute qu'il y aura un faisceau de causes, il n'y en aura pas seulement un. Il y a sans doute un virus, peut-être y a-t-il des problèmes de qualité de l'eau ou d'autres questions, mais ça c'est autre chose. Il faut rechercher, d'ailleurs, la région finance justement la recherche de ce point de vue-là, mais il faut surtout faire en sorte que demain, nos méthyliculteurs ne ferment pas la porte. C'est pas aussi la méconnaissance des fonctionnaires en bout des dossiers Si, non, mais voilà. Alors, la réalité. Le problème, c'est qu'on a Paris. Je pense que c'était une énorme erreur de rattacher le ministère de la Pêche à celui de l'Environnement. Ça, c'est clair, parce que c'est la dernière roue du carrosse. On s'en fiche, alors qu'on a une ambition maritime. Vous savez que Richelieu a été évêque de Luçon, donc de Vendée. Il avait cette phrase sublime. Richelieu qui a affirmé la présence française sur la mer. Richelieu disait: les larmes de nos souverains ont le goût salé de la mer qu'ils ont oubliée. Eh bien, c'était les souverains de l'époque, mais on peut en dire la même chose aujourd'hui de nos souverains actuels républicains. Bruno Retailleau, le président des Pays de la Loire, est notre invité ce matin au niveau culturel, mais pas seulement. Certains choix que vous avez faits sont questionnés, même polémiques, on peut dire. On va écouter Christophe Clergeau, qui est conseiller régional PS de la région. Il a été rencontré par Presse Océan et Lucie Beauperrin. Et attention, je vous préviens, il vous interpelle vraiment. Monsieur Retailleau, pendant la campagne électorale, vos soutiens vous avez demandé de couper les vivres aux associations homosexuelles et à certains festivals culturels. Vous aviez promis de ne pas le faire et, une fois élu, vous avez saisi les premiers prétextes pour supprimer la subvention au Hellfest, un festival de métal, et par exemple au festival Ciné Pride à Nantes. Alors, jusqu'où êtes-vous prêt à aller pour donner satisfaction à ceux qui sont opposés aux libertés associatives, aux libertés culturelles? Comme on dit, Bruno Retailleau, répondez. Eh bien, je vais répondre, parce que c'est bien beau de donner des leçons au monde entier, mais pourquoi est-ce que j'ai supprimé la subvention à une association justement nantaise? Tout simplement parce qu'elle refusait de m'écrire qu'elle ne voulait pas qu'elle voulait respecter la loi républicaine. Pourquoi? Cette association avait fait la promotion de la GPA, la gestation pour autrui, qui est formellement interdite par le Code civil et les lois de la République. Cette association, je lui ai dit, écoutez, moi, il n'y a pas de problème. Je subventionne, mais pour que les choses soient claires, vous m'adressez un courrier et dans ce courrier, vous me dites que vous respecterez la loi. Ça fait du bruit dans la région. Ah bah oui, mais ils n'ont pas voulu. Donc moi, je gère l'argent public. Eh bien, je pense que toute association, quelle qu'elle soit, doit respecter les lois de la République. Première chose. Sur le Hellfest, voilà. j'apprends un jour que Phil Anselmo, qui est une personne raciste, il a proféré à plusieurs reprises, et notamment quand il s'est produit à Los Angeles, un certain nombre justement de propos raciaux. Il a fait le salut nazi, et c'était pas la première fois. Je prends ma plume, je dis attendez, il faut absolument programmer cet horrible personnage. Un festival subventionné par l'argent public ne peut pas soutenir justement ceux pour qui le nazisme est finalement quelque chose de positif. Et Ben Barbeau m'a répondu, bah écoutez, nous on n'a pas besoin de la région pour vivre. Donc j'ai même pas la supprimer, il n'a pas demandé la subvention. Non, je pense que quelle est la leçon derrière tout cela? C'est pas seulement la leçon des convictions. Moi j'en ai des convictions et jamais je n'en rabattrai là-dessus. Fallait pas m'élire et les gens m'ont élu. Je suis désolé, ils me connaissaient. Je suis pas un perdreau de l'année. J'étais président du département de la Vendée. On connaît qui est Bruno Retailleau et je n'ai pas fait une campagne en mettant mes convictions derrière mon dos. Première chose, mais surtout, je pense que la loi républicaine, aujourd'hui, l'autorité de la loi est bafouée en permanence. C'est pour ça que je me bats aussi vis-à-vis de la ZAD. Eh bien, je pense que quand on met de l'argent public, il faut au moins qu'on s'assure que cette loi, elle est respectée. Et ça, ça vaut pour tout le monde. Céline Bardy, qui est directrice départementale de Ouest France. Est-ce que c'est pas un petit peu symbolique? Est-ce que peut-être l'année prochaine, vous y prendrez pas autrement? Le Hellfest, en l'occurrence, a finalement lui-même renoncé à la subvention. L'association Ciné Pride avait organisé une réunion d'information sur la GPA et n'avait pas non plus fait la promotion de la GPA. Mais c'était une promotion. Est-ce que l'année prochaine, vous vous y prendrez différemment? Mais c'est pas à moi de m'y prendre différemment, je suis désolé. C'est incroyable. Il y a des secteurs où, parce que ce sont des artistes, parce que c'est tel ou tel groupe de pression, alors là, on ferme les yeux. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Tout le monde, parce que moi, il y a des centaines d'associations à qui je dis non.
Mais celles-ci, elles n'ont pas le droit, finalement, à protester dans vos colonnes. Elles se taisent parce qu'il y a des règlements, on les applique. Moi, de ce point de vue-là, je serai intransigeant. Une association qui fait, finalement, de la pub pour une pratique qui est interdite en France, je dirais toujours non pour qu'elle puisse recevoir de l'argent public du contribuable régional. On va parler du Vendée Globe Challenge, ça c'est du bonheur, comme on dit. Gérard Hérault qui était sur un bateau d'ailleurs quand je l'ai appelé il y a 3 jours déjà. On ne parle plus du Vendée Globe Challenge puisque c'était la première édition et on ne savait pas si ça pourrait arriver. Donc voilà. Oui, on va parler, parce que le Vendée Globe c'est aussi le tourisme, ça amène beaucoup de monde et c'est un événement majeur de la voile mondiale, on le sait. Mais dans le contexte actuel, avec l'application de l'opération Sentinelle du plan Vigipirate, il y a beaucoup de personnes qui s'inquiètent et il y en a même qui ne pensent pas venir. Alors, je vous demande, Monsieur le Président, ce que vous pouvez nous dire et quelles seront les mesures qui seront prises pour assurer la sécurité des skippers, des organisateurs et bien sûr du public. Retentissement mondial, il faut rappeler. Bien sûr, retentissement absolument mondial, une course planétaire, l'Everest des mers, une légende. Bon, vraiment, on est fiers d'être ligérien et vendéen avec le Vendée Globe. Vous avez raison de souligner que ce Vendée Globe va se dérouler dans des conditions particulières puisque la France a été attaquée, qu'un dispositif de sécurité, nous sommes dans l'état d'urgence. Nous avons des dispositifs de sécurité et vous me permettrez justement, ça m'en donne l'occasion de remercier justement les autorités préfectorales, le préfet de la Vendée, les différents services de sécurité de l'État qui ont fait un travail extraordinaire avec notre organisation. Et grâce à ce travail-là de compréhension, parce qu'il n'était pas question une seule seconde d'interdire le déroulement du Vendée Globe et y compris le village qui ouvrira le 15 octobre, de même qu'il y aura un village à Paris, bien sûr, enfin un village ou plutôt un PC court, ce sera au pied pratiquement de la Tour Eiffel, quai Branly. Mais je vous rassure, les choses vont se dérouler comme elles le doivent. C'est une Barbie. Simplement, vous avez décidé d'augmenter la participation de la région pour l'événement Vendée Globe, justement. Pourquoi ce choix? Parce que je trouvais anormal que la région ne soutienne pas plus ce grand événement planétaire qui fait rayonner, pas seulement la Vendée, mais toute notre région. Moi, je pense qu'il y a 2 grands événements mondiaux planétaires que je veux encourager, qui correspondent à notre double identité, l'identité de la mer, l'identité de la terre. La mer, le Vendée Globe, la terre, c'est les 24 heures du Mans. La région a toujours beaucoup soutenu le 24 heures du Mans et je m'engage aussi, je me suis engagé à les soutenir parce que c'est extraordinaire. Mais je pense que là, on a 2 grands événements qui peuvent en même temps tirer notre image parce que notre image, elle est trop faible, notamment parce que d'autres régions maintenant se sont agrandies et je pense qu'il faut s'accrocher à ces locomotives qui sont fabuleuses, notamment en matière d'esprit d'entreprendre. C'est extrêmement positif. Gérard, encore une question? Écoutez, moi je suis ravi de savoir que le Vendée Globe va se passer dans... déjà qu'il va se dérouler, qu'en plus, bon, toutes les mesures ont été prises. On s'attend à une énorme édition encore, puisque 30... Belle édition, une trentaine, absolument. C'est un plateau d'exception. Ça sera vraiment, à mon avis, 10 nationalités, ce qui va nous offrir une couverture absolument. Il faut dire, les feuilles. Il faut dire, pour faire plaisir à TV Vendée qui nous accueille, et à Didier Baron, son président, que cette chaîne est presque née de cet intérêt qu'il y a eu pour le Vendée Globe Challenge à l'époque. Absolument, pour faire participer les Vendéens du plus près possible, de les immerger au plus près des événements et notamment des skippers. Vous allez aller en bateau suivre le départ? Pas le tour du monde. Pas le tour du monde. Alors, je pourrais avoir le mal de mer. En pleine primaire, ce sera différent. Oui, voilà, c'est autre chose. La primaire, il y a aussi quelques vagues et on peut avoir le mal de mer. Non, j'y serai évidemment et j'accueillerai ceux qui reviendront, bien sûr. Pas de problème. Je vous remercie Céline Bardy, qui est directrice départementale de Ouest France, Jérôme Glaise, le rédacteur en chef de Presse Océan, et Gérard Hérault, le rédacteur en chef du Journal des Sables, d'avoir été vos intervieweurs ce matin. Merci à eux et merci de ce partenariat. Il est 7h58, c'est l'heure du Flash Info que nous présente Christine Bouillot de Sud Radio dans un instant. C'est le défilé des personnalités politiques à Calais. François Hollande se rend à son tour sur place aujourd'hui. Aucune rencontre avec des migrants n'est prévue. Le chef de l'État a rendez-vous avec des forces de l'ordre, des associations, des acteurs de l'économie locale et des élus. Dans l'entourage du président, on promet un discours de la part de François Hollande qui fasse appel à la raison des gens. C'est une semaine clé pour l'avenir d'Alstom, comité central d'entreprise extraordinaire cet après-midi. Un comité consacré à l'avenir du site de Belfort. Les représentants du
du personnel attendent beaucoup des explications de leur PDG. L'État, lui, négocie toujours en secret, notamment avec la SNCF, et doit recevoir les syndicats dans la semaine. Les salariés sont, eux, appelés à cesser le travail demain sur l'ensemble des sites du groupe en France. Et c'est dans ce contexte, donc, que seront publiés ce soir à 18h les chiffres du chômage pour le mois d'août. La tendance des derniers mois est plutôt à la baisse, mais l'amélioration reste très fragile. La France compte 3,5 millions de personnes sans aucune activité. La crise couve-t-elle à l'hôpital public? Les praticiens hospitaliers sont appelés à faire grève aujourd'hui. Une grève qui s'annonce massive. Des opérations pourront même être reportées. Les praticiens hospitaliers dénoncent le manque de moyens, des conditions de travail qui se dégradent de plus en plus, un temps de travail qui dépasse largement les 48 heures hebdomadaires. Les retards aussi sont dénoncés dans la mise en place du plan du gouvernement de l'an dernier pour la revalorisation de leur métier. Et puis le dossier parisien du jour, le Conseil de Paris ce soir qui doit débattre de la fermeture définitive des voies sur berge, une fermeture qui devient un dossier brûlant et qui relance la bataille entre Paris et la région Île-de-France. Et puis à l'étranger, aux États-Unis, ce sera le premier face-à-face entre Hillary Clinton et Donald Trump ce soir, à 6 semaines de l'élection présidentielle américaine. C'est le moment le plus attendu dans la course à la Maison-Blanche, un duel qui sera suivi par quelques 100 millions d'Américains. Notez également ce rendez-vous, une édition spéciale demain matin dès 6h sur Public Sénat et présentée par Cyril Viguier. Merci Christine Bouillot de Sud Radio, on était ravis de vous retrouver ce matin. On va tout de suite passer au Zap Élysée, le premier zapping politique des matinales. On le regarde ensemble. Dans la cour des Invalides, des candidats à l'élection présidentielle, tous bords confondus, sont venus rendre hommage aux harkis. Je reconnais les responsabilités des gouvernements français dans l'abandon des harkis, des massacres, de ceux restés en Algérie et des conditions d'accueil inhumaines des familles transférées dans les camps en France. Une tache de sang indélébile et délébile reste sur le drapeau tricolore. Il y a une deuxième étape, c'est la mise en place de mesures d'insertion économique et professionnelle, et puis peut-être accorder la Légion d'honneur à l'ensemble des harkis qui restent vivants. Fin de la cérémonie et des poignées de main observées à quelques mois de la présidentielle. Henri, vous avez déclaré « Je suis sûr que Nicolas Sarkozy est honnête ». Vous pouvez le redire sans rire? Perdu. Le président du MoDem a bien du mal à se faire entendre dans le paysage politique et craint d'être asphyxié par cet homme, Emmanuel Macron, qui pourrait lui disputer le petit espace du centre. En 5000 km de vraie marche, il y a eu moins d'effets médiatiques que Macron en 50 mètres devant une caméra. Alors comment faire pour faire parler de ce mouvement? Il est meilleur que moi, Macron. Ah mais écoute, il a bûché chez Rothschild. Et il a fait l'école normale, moi je fais que l'école normalement. Je n'ai pas une approche de fonds de commerce ou de paysage mort de la vie politique. Et puis je sais pas pourquoi, toutes les caméras lui collent au cul, moi il n'y a que toi. Emmanuel Macron fait un pas de plus vers 2017. Il est ce week-end l'invité du sommet des réformistes européens organisé à Lyon. Depuis le lancement des invitations, Emmanuel Macron a démissionné de son poste et beaucoup de participants se sont désistés comme Pierre Moscovici ou encore le think tank de gauche Terra Nova. Je trouve que c'est toujours dommage, quand on a quelque chose à dire, de ne pas venir l'échanger. Il y a une interprétation qui peut être qu'on n'a plus grand-chose à dire. Les pressions traduisent une fébrilité. Donc demander aux fébriles, nous ne le sommes pas. Il y a une phrase de Régis Debray que j'aime et que je suis sûr vous aimez. L'homme d'État est celui qui veut les conséquences de ce qu'il veut. Voilà. Absolument. Et ça, c'est autre chose que les petits rigolos qu'on a depuis 10 ans. Là. Mais ils veulent pas. Le problème, c'est qu'ils ne veulent pas, c'est pour ça qu'ils les assument jamais d'ailleurs, ils ne veulent pas les conséquences de ce qu'ils veulent. D'ailleurs, veulent-ils quelque chose ? La plupart du temps, non, à part gagner les élections et être au pouvoir et dire après on verra bien. Je ne ferai pas campagne pour Valls, je ne ferai pas campagne pour Macron, je ne ferai pas campagne pour M. Hollande. C'est eux qui ont tellement dégoûté tout le monde qu'ils ont fini par faire fuir les électeurs. Territoire d'info, Public Sénat, Sud Radio.
Bonjour à ceux qui nous rejoignent. Nous sommes en direct de La Roche-sur-Yon, en Vendée, avec un invité politique ce matin qui est le président de la région, c'est Bruno Retailleau. Bonjour à ceux qui nous rejoignent, parce qu'il y en a qui arrivent à 8h. Vous êtes président de la région des Pays de la Loire, mais vous êtes aussi président du groupe LR au Sénat. Et pour vous interroger à mes côtés ce matin, Christophe Bordet de Sud Radio. Bonjour Christophe. Et bonjour Mickaël Zamès de Public Sénat. Bonjour Mickaël. Bonjour à tous. Bruno Retailleau, François Hollande aujourd'hui est à Calais pour se rendre compte de la situation des migrants. À votre avis, les Calaisiens en attendent quoi de François Hollande là-bas ? Je ne sais pas s'ils en attendent quelque chose. J'entendais la maire de Calais, Natacha Bouchard, que je connais bien, puisqu'elle était dans mon groupe, elle était sénatrice, et elle n'en attendait pas grand-chose, si ce n'est qu'elle dénonçait le mur qui est en train de se construire. C'est un symbole quand même que le président de la République aille là-bas, en tant que tel. Non, mais c'est un symbole, mais je fais le raccord avec ce que disait Henri Guénaud dans le zapping il y a quelques instants. Tout le problème, on va peut-être en parler, des migrants, c'est qu'on traite les conséquences, mais jamais les causes. Donc, si on n'a pas des frontières vraiment étanches, Schengen, en Europe, eh bien, on doit construire et on reconstitue les frontières à l'intérieur de la France avec le mur. Et ensuite, si on ne prend pas les vraies décisions que le gouvernement de gauche a refusées à 2 reprises, lorsque, notamment au Sénat, au Parlement, 2 textes sont passés sur le droit d'asile et sur l'immigration, à chaque fois, nos amendements ont été refusés. Donc, s'il y a du flux, toujours plus de flux, vous aurez beau ensuite diluer le problème dans toutes les régions de France, vous ne réglerez rien. Et François Hollande fait de la communication, il est candidat, il est dans sa campagne. François Hollande fait de la communication, Nicolas Sarkozy la semaine dernière, bien d'autres candidats des Républicains aussi pour cette primaire sont allés à Calais. Il n'y a pas une instrumentalisation des migrants Non, mais sans doute, il faut s'en méfier. C'est pour ça que je m'en tiens au principe. Le premier principe, c'est qu'on doit être très ferme dans les règles, dans l'approche, et en même temps humain, sur le plan individuel, personnel, évidemment, et de l'éthique. Mais l'autre principe, c'est de dire, on traite les causes. Ça ne sert à rien, encore une fois, de disséminer les migrants dans toutes les régions françaises, y compris d'ailleurs dans notre région, si, encore une fois, on ne prend pas les décisions. Bruno Retailleau, quand François Hollande dit ce week-end « la France ne sera pas un campement de migrants », ça ne vous rassure pas un peu ? Mais rien ne me rassure de ce que dit François Hollande. Bon, ce que je veux simplement dire, c'est que en France, le droit d'asile est bafoué. Pourquoi ? Parce qu'une infime proportion de ceux qui sont déboutés sont reconduits à la frontière. La France, malheureusement, est devenue une sorte de machine à fabriquer des immigrés clandestins. C'est pas bon pour le pays. Et c'est pas bon pour ces femmes et ces hommes qui sont dans la précarité. Est-ce qu'il faut répondre comme le fait en ce moment Angela Merkel en Allemagne ? Elle a accueilli 1 million de réfugiés, et il y en a 500 000 qui ne sont pas issus des zones de guerre, et donc elle signe des accords maintenant pour qu'ils repartent d'où ils viennent. Est-ce qu'il faut faire la même chose et le faire vraiment ? Il faut le faire vraiment, et vous avez raison de faire le parallèle avec Angela Merkel, parce qu'on voit bien que les bons sentiments en matière de politique publique peuvent conduire à des catastrophes. Et la chancelière est obligée de rétropédaler. Et il faut évidemment... Elle n'a plus le choix. Elle n'a plus le choix, parce qu'il y a eu Cologne, parce qu'il y a eu des violences, parce qu'il y a eu des attentats. Et donc, elle doit faire justement cet effort de reconduite à la France, que nous, on ne fait pas. Et je pense que tant qu'on n'aura pas traité les causes, nous avions par exemple demandé, dans un des 2 textes, nous avions demandé, nous, au Sénat, que dès lors qu'il y a une décision qui concerne un demandeur de droit d'asile, dès lors qu'il est débouté, eh bien que cette décision vaille ce qu'on appelle OQTF, obligation de quitter le territoire français. M. Cazeneuve a refusé pour les étudiants, par exemple, les étudiants étrangers, qui terminent leurs études en France. On avait dit, écoutez, ils ne resteront en France qu'à la condition qu'ils trouvent un emploi. Le gouvernement a refusé. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Les causes et les conséquences. Si on ne traite pas les causes, on a les conséquences. Êtes-vous d'accord, vous, pour accueillir à peu près 960 migrants, comme vous le demande l'État, dans votre région ? Mais c'est ce que je suis en train de vous expliquer. Je pense que ça, c'est les maires. Et ce n'est pas le président de la région, parce que c'est les maires, et encore une fois... Vous pourriez le mettre aussi. Eh bien, j'ai pas voulu, je m'en tiens au principe. J'ai dénoncé justement cette politique de dilution, voilà, parce que, je l'explique il y a quelques instants, on ne règle rien du tout. La jungle va se reconstituer, en tout cas, il y aura des poches qui se reconstitueront. Ça ne sert strictement à rien. Et encore une fois, les maires sont les bonnes à tout faire de la République. C'est-à-dire que les problèmes qu'on ne résout pas au niveau national, on se défausse sur les maires. C'est inacceptable. Alors, il y a des maires qui disent oui, d'autres qui disent non. C'est leur responsabilité, ça n'est pas la mienne. La mienne, je suis aussi parlementaire, c'est de dire quelle est
justement le comportement qu'un État responsable doit avoir devant cette formidable pression migratoire. François Hollande reconnaît la responsabilité des gouvernements français dans l'abandon des harkis. Il y a quelques semaines, François Fillon, lors de sa rentrée, avait dit dans un discours « Stop à la repentance ». Là, il a fait preuve de repentance, François Hollande? Non, parce que c'est objectif. Je pense que cette responsabilité-là, on l'a, mais c'est du François Hollande dans le texte. Pourquoi? Parce qu'il a en même temps consacré ce que la quasi-totalité, sauf une ou deux associations d'anciens combattants, ne voulaient pas. Il a consacré le 19 mars comme journée du souvenir, de la mémoire. Pourquoi est-ce que la plupart des associations d'anciens combattants ne voulaient pas cette date? Parce que le 19 mars, c'est le début du massacre des harkis dans des conditions effroyables. Des dizaines de milliers. On a donc François Hollande d'un côté qui institue cette date dans une, comment dirais-je, commémoration nationale et qui en même temps reconnaît la responsabilité des gouvernements français vis-à-vis. Est-ce que vous seriez pour une résolution votée au Sénat? Michael Zamès. Pour ce qui concerne les harkis, moi je n'y verrais pas d'inconvénient. Une proposition à l'Assemblée nationale, est-ce que vous seriez... Oui, moi je dirais, bien sûr, ils ont souffert et on a cette responsabilité. Mais encore une fois... Vous allez la proposer? Non, parce que je ne veux pas la proposer. Moi, ce que je pense, c'est qu'il faut que le chef d'État, ça a été fait, reconnaisse la responsabilité. Il l'a fait. Il l'a fait de façon, encore une fois, ambiguë. C'est ce que j'essaie de vous dire et de vous expliquer. Bruno Retailleau. Christophe Bordet, Sud Radio. François Fillon, votre poulain, si je puis dire, sort cette semaine un livre, un nouveau livre. Comment vaincre le totalitarisme islamique? Décidément, je me dis, mais c'est vraiment le bon filon, quoi, parce que Nicolas Sarkozy... Le bon filon ou le bon filon? Le bon filon, je ne sais pas, vous voir. Mais non, mais sérieusement, Sarko est sur cette ligne-là, Juppé en parle aussi pratiquement en permanence. Il faut coller au peloton, là, parce qu'on voit bien quand même, juste une chose, Fillon, il a du mal à décoller, justement. Donc, vous avez raison de souligner qu'il va y avoir ce livre qui sera un grand livre et un moment important pour la France, et pas seulement pour les primaires. Ce que je veux dire, c'est que les primaires et la présidentielle de 2017 doit être l'occasion de répondre à deux angoisses, qui n'en font qu'une, deux angoisses des Français. D'abord, le déclassement économique, chômage de masse, et ensuite, ce que j'appelle la dépossession identitaire, la dépossession culturelle. Tout est lié. Tout est lié. Pourquoi? Parce qu'une société, une communauté nationale ne peut pas avoir une identité heureuse, si j'ose dire, quand on a un chômage de masse. Et à l'inverse, considérer qu'il n'y a que les problèmes économiques qui valent dans une nation, c'est se tromper, c'est adopter une posture matérialiste. Donc je crois que François Fillon est celui qui articule le mieux, justement, les réponses au chômage de masse et les réponses à cette dépossession culturelle et identitaire. Il va beaucoup plus loin que bien d'autres candidats avec des propositions, notamment sur le terrorisme, avec l'intelligence avec l'ennemi. Il y a un article de notre code pénal qui nous permet d'envoyer en prison tous ceux qui entretiennent un lien avec l'ennemi. Votre soutien à François Fillon, il est aussi lié à des considérations locales, c'est un proche voisin, ça a compté dans votre choix? Non, mais la fidélité, c'est important. Je pense que la politique, c'est en même temps des relations humaines. Et je connais. Il était député du Mans. Mais je connais, et il a été président du conseil régional. Voilà. Mais lointain prédécesseur. Je le connais bien. Et je sais qu'il a les qualités foncières pour redresser la France. S'il ne décolle pas, alors, s'il ne décolle pas, votre position au deuxième tour, ça sera quoi? Attendez, s'il ne décolle pas. Je voterai pour lui, parce qu'il sera sans doute au deuxième tour. S'il n'y était pas, quel sera votre choix? Je ne projette pas. Attendez, on n'est même pas au premier tour, donc je ne dirai rien. Vous y réfléchissez? Voilà. Même pas, parce que je pense que les sondages se trompent. Regardez, les sondages se trompent. Ça lui aussi. Désormais, oui, mais attendez, écoutez ma démonstration, si vous voulez bien. Les sondages se trompent désormais tout le temps. Il se trompe sur des élections classiques. Et là, on a une élection qui n'est pas classique, dont on ne connaît même pas le corps électoral. Donc comment sonder l'insondable? Comment sonder ce que, en règle générale, une élection n'a pas donné comme expérience, puisque, encore une fois, c'est la première fois qu'il va y avoir des primaires. Donc je pense qu'il peut y avoir des surprises. Et puis, il y a un deuxième élément. Et je pense que l'aspect médiatique n'y est pas pour rien. Je pense que les médias veulent raconter, ont écrit un scénario des deux revenants. Et donc, aujourd'hui, on a une primaire qui est verrouillée par un face-à-face.
par un face-à-face entre donc, un ancien président de la République et un ancien Premier ministre qui est aussi maire de Bordeaux. Deux qualités respectables, deux hommes de qualité, mais j'espère que les Français ne se feront pas voler cette primaire parce qu'elle leur appartient. Et, ils sont en train de voler la primaire, là, justement, ces deux-là? Non, je pense qu'il y a dans le concert médiatique une sorte de face-à-face qui nous est un petit peu imposée. Mais voilà. quand vous circulez dans la région, qu'est-ce que les gens vous disent là-dessus? D'abord, il y a un problème, c'est que les gens ne savent pas qui va pouvoir voter. Beaucoup me disent, mais est-ce qu'il faut que je prenne ma carte républicain? Je leur dis, bien sûr, allez-y. Non, mais ceux qui vont pouvoir voter, ce sont ceux et celles qui se reconnaissent dans les valeurs de la droite et du centre. Voilà, c'est tout. Pour revenir Donc, sur la primaire, il faut un sur le débat le plus large possible. Pour revenir sur le débat actuel, vous estimez que le débat sur les Gaulois, par exemple, c'est nul? Non. Non, parce que... Bon, alors d'abord, c'est symbolique. Attendez, Nicolas Sarkozy n'a pas son égal pour se placer au centre du jeu. et justement pour animer la scène médiatique de jour en jour. Mais je pense que cette question, si j'ose dire, qui ne concerne pas seulement les Gaulois, mais cette question de l'identité nationale est une question importante qui concerne les Français. Évidemment, c'est symbolique. Ça veut dire que lorsque on est Français, on se reconnaît dans un récit national. Voilà. Bruno Retailleau, question économique, Alstom en danger, comité d'entreprise extraordinaire aujourd'hui. L'État, François Hollande, doivent-ils sauver Alstom à Belfort? Je pense qu'on doit tout faire pour sauver Alstom à Belfort. Mais là encore, c'est un peu tard. Le gouvernement, c'est sans doute pas trop tard. Mais il ne faudrait pas le sauver en faisant de nouvelles erreurs, c'est-à-dire en contraignant la SNCF à opérer des commandes qui déséquilibreraient un peu plus ses comptes. Il faut bien sûr sauver Alstom à Belfort, c'est important, et je soutiens d'ailleurs le combat de Damien Milot que je connais bien. Ne faisant pas de commandes inutiles auprès de la SNCF, c'est ça que vous êtes en train de dire. Pas de commandes inutiles, mais surtout tout ça vient un peu tard parce que l'État avait deux administrateurs, l'État savait depuis longtemps ce qui était en train de se dérouler. Et donc Hollande a menti dans cette affaire en disant ben non, on le découvre. Que le président, non, je ne reviens pas là parce que le président de la République n'ait pas été, si j'ose dire, au fait de ce dossier-là, on ne peut pas lui en vouloir. Il y a beaucoup de choses à faire. Mais très franchement, c'est un dossier malmené. Toujours sur le plan économique et toujours par rapport aux primaires, est-ce qu'il faut ouvrir en grand les vannes des déficits et notamment s'abstenir de la règle des 3% pour que la France ne soit plus en faillite? Vous vous rappelez de ce mot de François Fillon? Le problème, c'est que François Hollande a fait de la dette en plus. On atteint pratiquement 98% de la richesse nationale sans réformer la France. Et il a gâché une occasion historique, le fameux alignement des planètes, vous savez, où les taux d'intérêt sont bas, où le pétrole était peu cher, où en même temps l'euro était peu cher. Cette fenêtre est en train de se refermer et malheureusement, on ne l'aura pas utilisée pour vraiment réformer la France. Vous ne répondez pas à la question. Est-ce que vous êtes prêt à laisser passer les déficits? Je pense qu'on peut parfaitement, pendant 2 ans, laisser aller les déficits pour les contenir, à condition de faire des réformes structurelles qui ensuite améliorent. Et les 3% de Bruxelles, Non, c'est tendanciel. Mais de toute façon, en 2017, vous savez parfaitement que nous serons au-dessus en déficit des 3%. Le gouvernement... C'est pas ce que dit le gouvernement. Ah oui, mais attendez, on peut parler du budget. Cette semaine, il sera proposé le budget. Bien sûr. Vous aurez l'occasion de m'entendre au Sénat, Michael Samès, sur les hypothèses du budget. C'est un tour de passe-passe comme rarement on a vu. Aussi bien dans les dépenses que dans les recettes. Le président des Pays de la Loire est notre invité. Il y a un débat important demain, le débat Clinton-Trump, aussi pour notre avenir à nous, Français, l'élection du président des États-Unis. Vous seriez américain, vous voteriez qui, Bruno Retailleau? Je ne suis pas américain. Ça, là, je suis vendéen, nigérien, français. Elle irait où, votre temps là? C'est terrible parce que... Et c'est là que... Mais on sent les hommes politiques gênés par cette question. Oui, parce qu'aucun des candidats n'est satisfaisant. Ni Trump, ni Hillary Clinton. Et si j'étais américain, je me demande bien qui je pourrais voter. Simplement, il y a un syndrome, et on le voit dans nos démocraties, il faut y faire très attention. Le Front National, qui est à hauteur de 25 à 30% en France, regardez ce qui s'est passé en Autriche, regardez les derniers succès électoraux, notamment en Allemagne, aux élections régionales de l'extrême droite, on voit bien qu'il y a un mal-être de nos démocraties qui est grave, et qui ne se situe pas d'ailleurs
uniquement dans ces pays où il y a un taux de chômage très bas. Ce qui montre bien que la question de l'angoisse existentielle des peuples, notamment occidentaux, c'est l'économie, mais pas seulement l'économie. Il y a une partie culturelle aussi qui est en jeu. Merci Bruno Retailleau. On retransmettra le débat en différé demain sur Public Sénat, demain matin, suivi d'un débat avec des éditorialistes sur ce débat Clinton-Trump. Vous pourrez le regarder sur Public Sénat. On va passer tout de suite au débrief de vos propos dans cette matinale d'info dans un instant. Voilà, c'est Bruno Retailleau, le président des Pays de la Loire et président du groupe Les Républicains au Sénat, qui est l'invité de notre matinale d'info. C'est l'heure de l'analyse de vos propos ce matin sur ce plateau avec Edith Gélin. C'est vous qui l'avez dit, psychanalyse, pas moi. Avec Edith Gélin, qui est responsable des pages Pays de la Loire à Ouest France. Bonjour. Edith, merci d'être avec nous, d'avoir fait le voyage d'ailleurs depuis Nantes. Et puis Olivier Allemand, qui est le patron, le directeur général de campagne TV, qui est le partenaire de cette matinale d'info et qui diffuse 3 fois dans la journée cette matinale. Bruno Retailleau, vous serez donc vu par le monde rural aujourd'hui aussi. On démarre tout de suite. Edith peut-être et Olivier Allemand, et peut-être Edith d'abord. Oui, alors moi je voulais revenir sur l'économie, monsieur Retailleau. Vous avez parlé de simplification, vous avez parlé d'internationalisation et vous avez parlé d'innovation. Mais finalement, je n'ai pas bien compris ce qui vous différencie de la précédente majorité, la majorité socialiste de Jacques Oxiette. Qu'est-ce que vous voulez de différent? Parce que c'était aussi ce qu'il mettait en avant. Ça commence bien. Non, mais je pense que dans une alternance démocratique, il y a des choses qui sont des ruptures et il y a aussi un certain nombre de continuités. Et je pense que la table rase, elle n'est pas bonne pour l'économie. Simplement, par exemple, sur la simplification, il y a sur les 5 départements 1600 dispositifs d'aide. Ça, je veux simplifier radicalement. Ce sera un changement. Ensuite, en matière d'internationalisation, on a beaucoup privilégié, Jacques Oxiette avait beaucoup privilégié l'export lointain, Chine et autres. On ne va pas laisser tomber, mais je veux, pour nos PME, privilégier l'export proche, notamment européen. L'Europe est le premier client, premier fournisseur aussi de la France. Et puis, en matière d'innovation, on a beaucoup privilégié des grosses machines avec des grands groupes. Je pense qu'il faut continuer, mais en même temps, il faut qu'il y ait une part qui aille, encore une fois, aux PME. Donc voilà, il y a des inflexions, mais vous avez raison de dire que tout n'est pas fondamentalement différent. Oui, alors en matière d'innovation, il y a ce qu'on appelle les plateformes d'innovation. Absolument. Vous avez dit visiblement que certaines étaient des coquilles vides. Oui, absolument. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Lesquelles pourraient être remises en cause? On est en train de faire, et il est en train de s'achever ce travail. C'est une société extérieure qui fait un audit, mais il y a des plateformes qui fonctionnent et d'autres qui fonctionnent mal. J'arrêterai celles qui fonctionnent mal. Alors, on est à La Roche-sur-Yon. Il y a une plateforme qui mérite exactement, robotique. Vous connaissez bien, Proxinum. Et comme je veux beaucoup encourager l'industrie, je souhaite aussi lancer une sorte de plan autour de la robotique, parce que c'est un des problèmes en France. Eh bien, nous allons l'encourager. Voilà, donc ce qui fonctionne, ce qui doit mieux marcher, on va être derrière, aux côtés, mais il y a des plateformes qui fonctionnent mal, et donc on les arrêtera tout simplement parce qu'il y a des problèmes budgétaires, donc il faut consacrer l'argent où justement c'est utile. Olivier, oui, on parlait d'économie, je voulais juste rebondir. Là aussi, on n'a pas parlé de la politique économique agricole que vous souhaitez mettre en place dans cette région des Pays de la Loire. On a vu là aussi, la crise du lait dernièrement a touché, et la région des Pays de la Loire est une grosse, là aussi, région productrice laitière. Vous avez le fonds FEADER qui vous permet de financer une vraie politique agricole. Qu'est-ce que vous comptez réellement mettre en œuvre, et notamment pour les producteurs laitiers? Alors, ça a été le premier plan que j'ai voté, c'était au mois de février, quelques semaines après que nous ayons été élus, un plan d'urgence pour l'agriculture. Justement, vous parlez des aides européennes, mais vous êtes bien placé pour savoir qu'il était bloqué. Eh bien, pour la première fois, j'ai pris la décision d'embaucher 10 collaborateurs que j'ai mis à disposition de l'État, parce que l'État était complètement engorgé et qu'il y avait des dizaines de millions d'aides européennes qui n'étaient pas versées. Ça a concerné par exemple 800 exploitations. Bref, donc ça a été, et avec d'autres idées, un certain nombre de mesures que nous avons prises. Là, nous aurons une conférence régionale de l'agriculture. Nous allons au mois de décembre, et nous allons déployer notre politique autour de 3 idées. Toujours l'innovation. Je ne connais pas un secteur
qui innove plus que l'agriculture. C'est extraordinaire. Quand je suis né, une vache, c'était 3000 litres, mon cher Cyril Villiers, de lait par an. Aujourd'hui, c'est à peu près 10 000. Enfin, il y a eu un effort de productivité énorme. Le numérique doit être en même temps une occasion de développement. Ce développement-là Eh bien, on va l'accompagner. Croyez-moi, concrètement, innovation, installation, et pour les jeunes agriculteurs, et en même temps la filière. Est-ce que c'est normal ? Est-ce que c'est normal qu'on attende des crises pour que les distributeurs se parlent avec les transformateurs, avec les producteurs? Moi, ce que je souhaite, c'est que tous les ans, on puisse faire des tables rondes pour que cette filière, elle puisse vivre. On voit bien dans l'automobile, on le voit dans les chantiers, par exemple, navals, on voit bien que la compétitivité d'une économie, c'est la capacité à faire qu'il y ait une dimension collective. Et tant qu'on n'aura pas une vraie filière, parce que ce n'est pas une filière, c'est, je veux dire, l'atomisation de la filière. Donc, on voit bien qu'il y a un jeu qui est un jeu de rapport de force entre les acteurs. Je veux contribuer à lever ça. On aura des réponses très très concrètes. Je vous les annoncerai au mois de décembre prochain. Donc structuration des filières, c'est ça, et partage de la valeur. Edith Gelin, pardon. Oui, alors moi je voulais revenir sur un autre sujet qui a été abordé tout à l'heure, c'est donc la primaire. Alors François Fillon a dit à la Baule, à l'université d'été, la France aura besoin de Bruno Retailleau. Ça vient en fin d'émission. Voilà. Alors ça veut dire que, évidemment, si François Fillon n'est pas le candidat de la primaire, est-ce que vous en serez quand même? Est-ce que vous en serez? Vous avez dit aussi, ce n'est pas que rien ne me tente, quand on vous pose la question d'un ministère, ce n'est pas que rien ne me tente, mais je ne vis pas dans cette attente. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Non, je l'ai déjà dit d'ailleurs dans vos colonnes, je suis président d'une superbe région que j'adore, et ça suffit à combler mes jours, mes nuits avec les activités au Sénat. C'est presque plus important aujourd'hui d'être président de région que d'être à l'exécutif en tout cas, dans un ministère. En tout cas, c'est un levier d'action extrêmement important aujourd'hui. Plus qu'avant la réforme électorale ? Je pense ah oui, bien sûr, parce que les régions ont pris du poids, notamment sur le plan de l'économie. C'est clair, c'est très très clair. On est les grands acteurs de l'économie aujourd'hui. Et ça, c'est ce qui me passionne. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs en Vendée, où je m'occupais du développement économique. Mais ça veut dire aussi que la politique, aujourd'hui, elle passe plutôt par les territoires que par le national. Vous disiez tout à l'heure, aux États-Unis, personne ne veut ni Hillary ni Trump. Mais en France, personne ne veut ni Sarkozy ni Hollande. Sauf qu'on est en France. Et vous n'imaginez pas, toutes les semaines, quand je suis à Paris au Sénat, mais je suis aussi à Paris pour la région. Pourquoi? Parce que chaque semaine, regardez, il y a une réunion avec Christophe Sirugue mercredi matin pour STX, parce que Paris est imbriqué dans la France, et la France est la France, et il y a encore ce jacobinisme parisien. Et il faut deux leviers, c'est pour ça que je me suis toujours battu pour avoir, si j'ose dire, ces deux leviers, local, régional et puis national. Mais ça ne répond pas à ma question, ce n'est pas que rien ne me tente, ça veut dire qu'il y a quand même des choses qui vous tentent. Non, ça veut dire que j'attends pas d'être ministre pour m'épanouir. Voilà. Moi, je vis là où je suis né. Vous savez, je vis là où je suis né. J'ai ma racine. Les gens me connaissent. Et pour moi, la vie, c'est d'essayer d'apporter aux autres le mieux que je peux apporter là où je suis. Donc, j'ai déjà failli entrer au gouvernement deux fois. On dit deux fois, oui. Ça a été raté. Donc, si vous voulez, voilà, que cela arrive ou que ça n'arrive pas, peut me chauffer. Ces deux fois, vous l'aviez mal vécu? C'était difficile pour vous? Non, parce que je ne m'y attendais pas trop. Donc, c'était des circonstances un peu pénibles par ailleurs. Mais très franchement, j'attends pas cela pour mon épanouissement. Et là où je suis, je pense que je peux être utile. Je reviens en 30 secondes. Justement, 30 secondes. On a parlé tout à l'heure, évidemment, de Notre-Dame-des-Landes. Vous n'avez pas été jusqu'au bout. Est-ce que vous êtes réellement pour l'évacuation des zadistes? Est-ce que Manuel Valls fait son travail? Oui, je suis réellement pour l'évacuation. Lorsque j'ai vu Manuel Valls il y a quelques jours, la semaine dernière, il m'a dit il faut qu'on se voit très vite sur Notre-Dame-des-Landes. Écoutez, ça serait une claque pour tous les habitants de Loire-Atlantique qui ont participé en masse. 55% de participation. Jamais j'aurais parié. Donc, il faut aujourd'hui que la voix du peuple soit entendue. Mais vous n'aurez pas de franchissement de la Loire pour aller à Notre-Dame-des-Landes, vous le Vendéen. Non, mais j'espère bien avoir un franchissement rapidement sur Ancenis. J'espère que demain, dans les prochaines années, nous aurons un franchissement autour de Cheviré. C'est pour ça que, c'est ce que je disais tout à l'heure à Céline Bardy, c'est pour ça que nous sommes en train d'étudier différentes propositions pour relier, par exemple, avec une ligne de bus à haut niveau de service, par exemple, avec l'aérodrome de La Roche-sur-Yon, des navettes pour faire en sorte que les gens du sud de la Loire ne soient pas désavantagés. Bruno Retailleau, on va remercier Edith Gelin des pages Pays de la Loire, toutes les pages de Ouest France, région, et Olivier Allemand de Campagne TV, voilà, d'avoir été vos débriefeurs aujourd'hui. On va regarder la revue de presse de la presse quotidienne régionale, tous les titres qui sont partenaires de cette matinale, on les regarde ensemble. Christine Bouillot.
Et à la une de Ouest France ce matin, Cyril, on a un dossier sur l'EPR avec le réacteur nouvelle génération qui naît, on le sait, dans la douleur. 4 réacteurs, dont un en France, sont actuellement en construction. Est-ce une technologie à la hauteur, s'interroge Ouest France. À noter aussi l'hommage de François-Régis Hutin à son ami, le journaliste Jean Boissonnat, le fondateur de l'Expansion, qui s'est éteint, vous le savez, hier à Paris à l'âge de 87 ans. Dans son édito, François-Régis Hutin veut rappeler que Jean Boissonnat a œuvré toute sa vie pour éveiller nombre de Français aux connaissances économiques. Sa vision du monde lui faisait attacher toute l'importance au développement pour sortir des peuples entiers de la misère, écrit François-Régis Hutin dans les colonnes de Ouest France, qui salue l'ami, le journaliste et le pédagogue. À la une du Maine Libre de ce lundi matin, maintenant, cette inquiétude autour de l'avenir des écoles en milieu rural, avec cette photo de l'école de Théier, comme 127 autres écoles de la Sarthe. L'école du village est menacée de fermeture. L'école étant le tout dernier service public, souvent, elle est notre identité, disent même inquiets les habitants, c'est à dire dans les colonnes du Maine Libre. Dans le Courrier de l'Ouest, là aussi, cette interrogation ce matin, cette inquiétude quant à la présence là d'un autre service public. L'Anjou va-t-il garder des sous-préfectures? Il y a aussi des femmes à l'honneur également dans le Courrier de l'Ouest. Elle porte haut le savoir-faire angevin, comme Elga Dalmazo et son atelier de bijouterie. Elle est nommée au concours des femmes de l'économie, un trophée pour mettre en lumière les femmes de l'économie dans les territoires. À la une de Presse Océan, maintenant dans son édition nantaise, à Notre-Dame-des-Landes, la ZAD reste en état d'alerte, on en a parlé, avec notamment des rumeurs de démantèlement, et puis ce regret qui barre la une en football, le FC Nantes qui méritait mieux à Marseille hier soir avec une défaite 2-0 au Vélodrome. Les Canaries, dit Presse Océan, auraient pu obtenir le fameux point du match nul. Et puis à la une du Journal des Sables, bientôt un hôtel 4 étoiles, boulevard de l'île Vertime, c'est-à-dire dans les colonnes de nos confrères des Sables, comme on dit ici. Le conseil municipal a donc approuvé la vente d'un ancien terrain et c'est un hôtel 4 étoiles qui va s'y implanter d'ici la fin 2019. Voilà ce qu'il y avait à lire, Cyril. Merci Christine Bouillou pour cette revue de presse des quotidiens régionaux de votre région. Bruno Retailleau, vous nous avez accueillis ici, en Vendée, à La Roche-sur-Yon. Merci d'avoir été notre invité. Je voudrais remercier Jean-Claude Forconi, qui est le président de TV Vendier, et Didier Baron, qui est le directeur général, qui nous ont accueillis dans ce studio, qui est d'ailleurs magnifique. On remercie aussi Télé Nantes, IMTV, TLC et Angers Télé, qui ont diffusé et qui diffuseront cette matinale d'info, ainsi que les sites internet de la presse quotidienne régionale. Voilà, merci à tous. On se retrouve demain matin pour une nouvelle matinale d'info. Bonne journée depuis la Vendée.